Salut à tous, c'est Bismart, émission d'interview, vous savez, comme on en fait régulièrement, des gens que j'ai envie de recevoir, d'écouter. Donc on va voir ça aujourd'hui. Elle sera industrielle et managériale, voilà. Et peut-être même, d'ailleurs, on va marier les deux avec le management de l'industrie, ou en tout cas le management des machines. Voilà, on va voir ça. On va parler donc management, industrie 4.0, sous-traitance aéronautique. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Damien Marc. Salut Damien. Salut Stéphane. Déjà venu nous voir l'année dernière, Damien, et puis il y a un petit moment qu'on se parle. Alors, président de JPB System, et, alors tu l'as à côté de toi d'ailleurs, je ne sais pas si on va le voir, je vais le prendre, moi. Et il est un peu lourd. Eh ben oui. Eh, il est un peu... bah oui, c'est de l'industrie. Bah oui. Et donc de Keyprod, tu vas nous raconter ça. Donc j'ai appelé ça transformer l'industrie, mais c'est aussi une histoire de transformation industrielle de ta propre boîte. JPB System, équipementier aéronautique. Hein, on refait un peu l'histoire, Damien. Boîte que tu hérites. Que tu es obligé de reprendre d'une certaine manière, Ouais, après que ton père a un accident de santé. C'est ça le truc. Hein. C'est ça, mon père a innové, a trouvé un produit, une vis qui se dévissait pas dans l'aéronautique. Voilà. Donc c'est né comme ça. Il a fait ça à côté de son job de salarié. Il a monté une société qui s'appelait JPB avec son associé à l'époque. Donc JP, c'est Jean-Pierre, mon père. B, c'est Bernard. Et cette boîte, il l'a portée à bout de bras jusqu'à faire accepter cette innovation dans l'aéronautique. Et puis, manque de bol, quelques mois plus tard, pépin de santé, et ça finira par une crise cardiaque un peu violente et son décès. Donc c'est à ce moment-là que moi j'arrive dans l'aventure sans rien connaître. Et t'avais pas prévu d'être industriel? Ah bah non, moi je suis ingénieur électronique, informatique industrielle. Mais qu'est-ce qui te dit que tu te sens investi de la mission de reprendre la boîte? Moi je vois mon père pendant 7 ans, 8 ans bosser comme un malade sur son truc, je sais même pas ce qu'il fait, je me dis je peux pas laisser ça, je peux pas laisser tout cet effort partir en fumée, donc je dis il faut que je reprends. Donc on a quand même eu 3 mois. T'as combien de salariés à ce moment-là Alors à l'époque JPB c'est dans une société de mécanique de précision, c'est 2 salariés. D'accord. Voilà, cet épisode se passe, je me positionne au rachat de cette société sans savoir comment on rachète une boîte. Il faut convaincre des banques que du haut de mes 24 ans, je vais être capable de le faire à l'époque, 25 ans. Et bref, ça marche. Donc c'est en juin 2009 que la société devient familiale et on est 3 personnes. On a un produit, c'est cette vis qui se dévisse pas, et on a un client, c'est Safran. Un mot, hein, parce que c'est toujours magique, moi j'adore, et puis tu le racontes très très bien, vis qui se dévisse pas, sauf quand on a besoin de la dévisser. Ouais, voilà, l'idée c'est qu'elle va très vite en phase de maintenance, être vissée, dévissée à l'aveugle, mais une fois que tu l'as vissée, elle se dévisse plus avec les vibrations et la chaleur. Mais ça veut dire que ça... Je veux rentrer dans le détail du truc. Ça veut dire qu'elle reconnaît le moment où il faut qu'elle se dévisse. C'est entièrement mécanique en fait, il y a un système qui s'auto-clipse en fait à une partie du moteur, clac, qui vient s'engrainer, et puis ça se désengraine tout seul. C'est là. Et il faut un geste bien particulier qui n'est pas provoqué par les vibrations pour... Bah tu dévisses simplement. Sauf que tu viens en fait lutter un peu contre un couple autofreinant que les vibrations seules ne peuvent pas. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça part de là. Mais c'est brevet mondial, ça Oui, brevet mondial sur cette vis, mais depuis on en a bien d'autres. Sur les moteurs? Sur les moteurs d'avion et dans toutes les zones du moteur. Hein, si tu prends le moteur d'une tranche de la grosse soufflante que tu vois à l'entrée jusqu'à la sortie, on est partout. Et donc on est sur des zones très chaudes. La chambre de combustion, par exemple, à plus de 600 degrés, où il faut que cette vis tienne la durée de vie du moteur. Donc il a quand même fallu un petit peu creuser. Il y a des ressorts dedans, il y a des choses, donc ça a été intéressant. Voilà le départ. Juste un mot là-dessus, parce que puis on a le temps, puis j'adore ça, mais c'est quand même une sacrée responsabilité. On en avait déjà parlé ensemble, que de travailler dans l'aérien. Je cherchais, tu vois, des outils industriels. Oui, d'accord, les gars qui construisent une voiture qui est lancée parfois trop vite, ils doivent y penser. Mais bon, t'as les crash tests. Là, t'as pas le droit à l'erreur. Ah bah non, une bagnole, grosso modo, tu te gares sur le coin de la route. Oui, ou même si elle va se cracher, bon, t'as tout un tas de systèmes qui permettent de protéger le conducteur. Aéronautique, il y a un peu plus de sûreté. Et nous, aussi simple soit-elle, cette vis, hein, on vient en fait obturer des endroits où il y a de l'air à 1600 degrés Fahrenheit qui s'effacent, donc c'est énorme. Si jamais elle venait à céder, c'est un feu dans le moteur. Donc oui, on a des responsabilités et on se le rappelle tous les jours. Et tu sais, Damien, juste pour finir là-dessus, parce que c'est un souvenir que j'ai, alors ceux qui aiment l'aéronautique se souviendront sans doute d'un spécialiste aéronautique qui s'appelait Bernard Chabert. Je ne sais pas si Bernard Chabert te dit quelque chose. C'était le gars qui parlait d'aéronautique dans les années 90 à la radio. Et c'était au moment du lancement de l'A380. Et il nous avait dit, je travaillais à Europe 1 à l'époque, et il nous avait dit, vous savez, les amis, il va falloir réfléchir à la façon dont maintenant vous allez traiter les catastrophes aériennes.
parce que les catastrophes aériennes, donc c'était la 380, tu vois, vont devenir majeures. Il y en aura de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'avions. Ça va devenir presque normal et il va falloir absolument que vous modifiez, vous, la façon que vous avez d'en faire justement une catastrophe absolument épouvantable. Voilà. Et résultat des courses, il n'y en a quasiment plus, en fait, des catastrophes aériennes. Enfin, les dernières, c'est 737 MAX, je crois, voilà. Ou alors, c'est des accidents qui sont liés à des événements extérieurs. Mais en fait, la sûreté aérienne et la sécurité aérienne, depuis cette époque, a fait des progrès absolument incroyables. Voilà, je ne sais pas si tu as toi-même vécu ce... À toute petite échelle, on y participe. Bah, bien sûr, voilà, c'est ça. Donc chaque acteur de la chaîne y participe et c'est important, on le rappelle souvent à nos salariés, quand ils ont ces pièces dans les mains, que c'est une responsabilité importante. Alors, comment est-ce qu'on arrive donc, puisque président de JPB System et de Keyprod, qui est ce device que tu m'apportes là et qui se plug sur les machines, hein, c'est ça l'idée. Ouais, comment est-ce que tu passes de l'un à l'autre? Raconte un peu le pivot que tu as fait. Moi, je reprends la boîte, on est en juin 2009. J'ai un seul objectif, il est assez banal, mais c'est de dire « Papa, si de là-haut tu me vois, je veux te rendre fier ». Et donc, comment on fait pour développer cette boîte? L'idée qu'il en avait, nous, c'est de se développer à l'export et de se développer dans l'innovation. Voilà. Et moi, je sais faire ni l'un ni l'autre. Voilà. Je suis pas mécanicien, j'ai pas fait une école de commerce, donc on fait tout ça sur le bon sens. Je m'entoure de gens qui savent mieux faire les choses que moi. C'est une première chose. Donc très tôt, en fait, je me mets dans cette situation de ne pas maîtriser tout ce qui se passe dans ma boîte et ça me servira pour le futur à mettre ce pied toujours un peu dans le vide sans savoir si on va atterrir et quand. Et ça fonctionne, donc avec beaucoup de passion, une équipe de pionniers à l'époque, on va frapper à la porte des GE, des Pratt, des Rolls-Royce avec nos produits. Donc ça, c'est les motoristes, hein? Les motoristes, ouais, et puis on se nourrit de leurs problématiques en disant, voilà, on a cette vis, mais on peut faire d'autres trucs, et puis 10 ans après, c'est 15 brevets internationaux sur des parties de moteurs d'avion, de pièces comme ça qui viennent se mais toujours, voilà, c'est ça, c'est toujours quand même sur le même procédé. On a dérivé un peu ce procédé, et puis on a trouvé d'autres produits, par exemple, aujourd'hui, sur la motorisation Pratt, le GTF qui motorise l'A320 Neo, 100% des raccords de canalisation qui véhiculent le fuel, l'air, le kérosène sont fabriqués chez nous à 40 minutes d'ici à Villaroche. 100%. Ici, on est à Paris, hein, les amis. Ouais, 100%, voilà. Donc, voilà, des beaux succès industriels, des réussites, une excellence. Tout de suite, on se met dans une excellence. On se dit, faut qu'on soit bon. Attends, parce que quand... C'est combien de chiffre d'affaires là aujourd'hui, JPB? Juste l'activité que tu décris là, c'est-à-dire... On était 3 personnes, on est 120 aujourd'hui. On faisait 0% à l'export, on fait 85%. Non, mais quand tu vas signer avec... C'est Pratt & Whitney, c'est ça, hein, pour... C'est-à-dire, ils te font confiance alors que t'es même pas une ETI encore. C'est là qu'au départ, on leur dit, voilà, on est chez Safran, on est équipementier, les mecs sont pas forcément toujours venus nous voir au départ. Hein, et ouais, ça, non, mais je comprends bien que tu vas les voir. Ils nous ont fait confiance. Mais parce qu'ils savent aussi que tu bosses avec Safran. Oui, en fait, une fois qu'on a eu la première référence, les autres sont venus. Par contre, on s'est dit une chose, on a eu le marché sans qu'ils viennent nous voir. On a intérêt de faire une chose, c'est de rester sous les radars. Et pour rester sous les radars, faut être excellent. Comment ça, t'as intérêt à rester sous les radars? Parce que je me dis, s'ils viennent nous voir et qu'ils voient qu'on est 7 ou 8 à l'époque, ils vont flipper. Et donc, on a mis ce degré d'excellence incroyable. On livre à 100% à l'heure, zéro défaut qualité. Ce depuis 11 ans maintenant, l'ensemble de nos clients. Tu vois, c'est unique dans le monde au panel. On a fait ça parce qu'on avait la trouille au départ qui viennent nous voir et qui nous disent stop, on arrête. Donc tu vois. Mais j'en apprends tous les jours sur l'histoire. Mais oui, mais enfin quand même, voilà. Non, juste, t'es sur l'aéronautique, on en a parlé des éléments de sécurité et tout. C'est pas parce que t'es une petite taille que ces marchés-là te sont fermés. On en parle régulièrement. Je ne sais pas si tu connais Jean-Charles Samuelian, aujourd'hui à la tête d'Alan, mais qui avait fait Explicit. C'est-à-dire, ils sont à deux, ils sont un peu comme toi. Ils vont dire, on n'y connaît rien, mais on va faire un siège d'avion ultra léger. Et ils y arrivent. Certification, tout ça. Je ne sais pas, je lui demanderais s'il a eu le même procédé que toi. Je l'ai connu au début de son aventure. Il me semble qu'il a eu du mal à avoir son premier client. Premier client, son financement de garantie, je me rappelle. Son premier client, il est borderline. Je ne me souviens plus quelle est la compagnie qui l'accepte, mais... Mais c'est une histoire fabuleuse. Une fois que ça fonctionne et que c'est certifié et que ça part, après, la boule de neige part. Faut pas que ça merde. Lui, ils sont très forts, je crois, même dans le process. Ils ont réembarqué, il me semble, la supply chain de l'automobile et tout à l'époque. Enfin, super modèle. Et nous, on est pareil qu'au démarrage, c'est-à-dire qu'on est complètement fabless, qu'on appelle pas de fabrication. On est un bureau d'études, on est des experts de la supply chain, on commande nos pièces chez les gens qui savent faire. Et c'est comme ça que ça démarre notre aventure. Un peu
Bon. Faire un parallèle sur leur modèle. Maintenant, donc tu disais combien de personnes aujourd'hui? 120, c'est ça? Un peu plus de 120. Bon, comment est-ce que tu arrives à Keyprod? À un moment donné, dans cette success story, tu te fais presque ensevelir de commandes. Il faut fabriquer à l'heure, comme je te le dis, ça nous a mis une pression d'enfer. Alors c'était assez dérangeant cette période de 10 ans d'hyper-croissance de JPB, parce que les mecs me disaient « Ouais, mais toi, Damien, c'est facile, gérer de la croissance, c'est pas un vrai problème. Ouais. » Donc c'est vrai, moi je trouvais que c'était super dur de gérer de la croissance et je le maintiens aujourd'hui. Et je peux d'autant plus le dire qu'on en parlera, mais je pense que je me suis pas trop mal démerdé dans la gestion de la décroissance ces 2 dernières années. Donc voilà, et ça a été un vrai problème. J'ai pas pu dormir plusieurs fois, pas pour les problèmes que j'imaginais. J'imaginais que j'allais avoir des problèmes avec mes banques, trouver des sous, trouver des clients. Finalement, ça n'a pas été le plus compliqué. Plus compliqué, c'était de constituer une équipe. Sur 120 bonhommes, on a recréé, en partant d'une feuille blanche, des équipes complètes. R&D, supply chain, logistique, fabrication, au fur et à mesure, prototypage, assemblage. Tout ça, il a fallu le faire. Et puis, les plus gros problèmes, ça a été comment fabriquer toutes ces pièces. Maintenir la cadence, en fait. Maintenir la cadence, sachant que mon modèle commençait un petit peu à être fragile. Parce que mes fournisseurs me disaient « Damien, fais gaffe, ça va trop vite, nous, on va pas suivre la cadence. » Et tu peux pas dire stop aux clients à ce moment-là? Non, t'es engagé souvent avec des produits uniques au monde à livrer le marché que tu as gagné. Si tu livres pas ta petite pièce, là, c'est un A320 à la fin qui sort pas des lignes. Ouais. Donc on a dû très tôt se poser la question de comment est-ce qu'on fabrique, et c'est là que l'idée est venue de le faire en France, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, et on a installé notre usine qui est vue aujourd'hui comme un modèle de l'usine du futur, non pas seulement par nos confrères français, mais également par nos clients étrangers. Ils nous disent, Damien, t'as 10 ans d'avance. Usine 4.0, ultra pilotable, voilà. Mais alors, Keystone. Alors, Keyprod. Keyprod. Keystone, c'est pas mal aussi, mais oui, Keyprod. Mal. Keyprod, ça vient comment? Ça vient du fait que la French Fab, et tu m'avais reçu à l'époque pour ça en 2017, dit les gars, soyez fiers d'être industriels, ça tombe bien, moi je l'étais, soyez innovants, engagez-vous à vous digitaliser, et entraidez-vous, recevez des jeunes. Donc nous, ça faisait un moment qu'on faisait tout ça. Il y avait peut-être que la partie entraide qu'on faisait pas forcément. Du coup, je dis comment je peux la faire? Je vais ouvrir mon usine à tous les chefs d'entreprise qui veulent l'avoir et qui se posent la question de qu'est-ce que c'est une usine du futur. Ils vont venir voir chez moi ce que c'est. Et depuis 2017, j'ai reçu des centaines, je pense, de chefs d'entreprise dans mon usine. C'était presque devenu une activité principale à un moment donné que j'ai freiné parce que c'était n'importe quoi. Sauf que ça m'a alimenté dans une problématique, c'est que tous les mecs voulaient aller à cette époque vers l'usine du futur, mais ils ne savaient pas par où commencer, ils ne savaient pas le faire. Et ce qu'ils voulaient, c'était comme moi, être capable de piloter leur usine à partir de leur smartphone. Et donc, la grande idée, c'est de connecter les machines. Exactement. Et le problème de connecter les machines, c'est que globalement, ceux qui fabriquent les machines te répondent c'est simple, il faut changer les machines. Soit tu changes tes machines parce qu'elles sont trop vieilles, soit quand tu as des machines neuves comme nous on avait, tu as 3 ou 4 langages de communication à interconnecter ensemble parce que c'est pas unifié. Même les machines neuves? Même les machines neuves. Ouais, t'as pas encore un protocole qui existe de partout. C'est un exemple que je donne souvent, mais ça me rappelle, dans les années 94, je crois, j'ai eu mon premier ordinateur. Et si tu te rappelles bien, à ce moment-là, pour connecter une simple souris ou une imprimante à ton ordinateur, si tu n'avais pas le driver, tu étais mort. Absolument. Ça communiquait pas. Alors qu'aujourd'hui, tu branches la prise USB. Tu pouvais même pas aller le chercher sur Internet, le driver en plus. Donc, on en est là. On en est là dans l'industrie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les drivers. Donc soit tu les écris, soit tu trouves d'autres choses. On est en train d'écrire les drivers, ils vont sortir. Dans 10-15 ans, tout ça sera ultra connecté et ça sera unifié. Mais aujourd'hui, ça ne l'est pas et c'est comme ça qu'est né Keyprod. Il y a ça, mais il y a aussi, parce que je ne me gourre pas, il y a aussi tout un tas de... Enfin, il y a énormément d'industriels qui ont quand même un stock de machines, on va dire, efficaces. Et ils veulent trouver un moyen, en fait, de les rendre connectées, ces machines. Voilà. Tout à fait. Et c'est là qu'est née l'idée de Keyprod. On s'est dit, nous, finalement, toutes les usines, qu'elles soient en Inde, en Chine, au Japon, en France, au Pakistan, qu'elles aient des machines de 40-30 ans, ou les dernières générations des machines, elles ont un langage commun. Et ce langage, c'est les vibrations et le son que ces machines génèrent. Voilà. Et en fait, si tu regardes un atelier, l'opérateur, il écoute sa machine. C'est ce qu'on m'a raconté. Il l'écoute. Et donc, on m'a raconté souvent. Ouais. L'idée de Keyprod, elle est née là-dessus, de dire, on va faire un device, un truc que tu poses sur la machine, avec toutes les technologies d'IA aujourd'hui, de deep learning, de machine learning, on va apprendre très vite ce que fait la machine, et on va te dire sur ton smartphone l'efficacité de ton atelier, est-ce que tes machines tournent ou pas, quelle est la cadence réelle, et tout ça en temps réel.
Et donc, c'est ce boîtier-là que tu as dans les mains aujourd'hui. Voilà, donc je suis très fier de t'amener dans les premiers objets de la série. Donc, ça a été un parcours du combattant pour en arriver là. Qui fait l'électrocardiogramme de la machine. Enfin, un cardiogramme ou encéphalogramme, j'en sais rien, mais qui écoute les battements de son cœur, quoi. Voilà, hein. C'est un device tout simple, hyper bon. On a voulu le faire joli. Alors là, il est éteint, mais quand il est allumé, il a un beau halo de lumière. Il a un bel écran tactile. Quand on a créé ce truc-là, j'ai emmené mes équipes faire la foire d'Hanovre, en Allemagne, pour qu'ils voient un peu déjà si ça n'existait pas, ce truc-là, et ça n'existait pas. Ensuite, on s'est dit, putain, mais tout est assez moche dans l'industrie, les solutions et tout. On dirait que c'est daté d'il y a 10 ans, 15 ans. Et donc, on a filé au CES de Las Vegas et on a dit, putain, c'est ça qu'il faut, c'est ce design, c'est ces softwares, c'est cette connectabilité. Et on a marié les deux mondes pour faire Keyprod. Mais, donc, il écoute la machine. C'est-à-dire, il faut que tu rentres, toi, dans la mémoire, enfin bref, du système, on va dire ça comme ça. L'ensemble des bruits et des vibrations de toutes les machines qui tournent. Eh ben non, ça serait l'ancienne méthode. Aujourd'hui, grâce au protocole et à l'intelligence artificielle, ce device, si tu as un atelier de 30 machines, je t'envoie 30 devices comme ça, tu les installes toi-même en 5 minutes chacun. Mais s'il l'a jamais écouté, cette machine, comment est-ce qu'il va se rendre compte qu'elle peut dysfonctionner ? Eh ben, c'est tout le secret de ce qu'on a développé. C'est tout cet algorithme hyper puissant qui va auto-apprendre très rapidement. Il faut juste écouter 2 pièces. Donc si ta pièce, elle fait 1 minute d'usinage, en 2 minutes, ça y est, c'est fini. Tu l'as appris, donc le plus long, c'est de relier ton D'accord, il écoute d'abord la machine en fonctionnement normal, machine dont on est sûr que celle-là, elle ne dysfonctionne pas, alors on est d'accord. Oui, voilà, oui. Là, on est dans du suivi de production. D'accord. On est dans du suivi de production, donc en fait, on écoute la musique comme Shazam le ferait. Ben, si je pensais. Et ensuite, on vient restituer et dire, ah bah là, ça c'est une pièce, ça c'en est une autre, et on est capable de te dire, t'en es à 30% d'avancement de ta pièce, 40%, et te compter les pièces en temps réel, et tout ça dans un univers d'atelier, sachant que la machine d'à côté, elle vibre, sachant qu'un mec avec un chariot va rentrer dans la machine, et ce truc-là, une fois que ça suit les pièces, tu peux taper sur la machine, ça va pas le déranger. Quasiment pas. Voilà, donc c'est tout le secret de Keyprod. Moi, ce qui me fascine maintenant, Damien, c'est... Alors, donc ce produit-là, il est magnifique. J'imagine que tu as dû t'arracher les cheveux avec crise de composants, etc. Enfin bref, tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur l'électronique pour le faire, ça n'a pas dû être simple. Hein, non, on est en plein dedans. Là. Et tu es en plein dedans. JPB, ça tourne. Tu gères même, alors on va dire un mot du trou d'air que l'aéronautique a connu, mais pourquoi créer une deuxième boîte ? Enfin, c'est quoi, à chaque fois, c'est ma question sur les entrepreneurs, c'est quoi le moteur interne là, qui fait que je veux faire encore un truc en plus, alors que déjà, je suis la tête sous l'eau avec le premier truc que je fais ? Moi, déjà, je t'ai dit, ma formation, c'était ingénieur électronique informatique industrielle, ça, c'était ma passion. La vie fait que j'ai pas pu m'éclater dans ma passion. J'ai repris la boîte de mon père, je l'ai développée. Aujourd'hui, ça a généré une activité qui était rentable. J'ai réinvesti l'ensemble des bénéfices de cette activité dans son développement. Donc là, je te parle de ce produit, mais on a un autre produit qui a été breveté ces derniers mois, qui est une rondelle connectée. Ça, c'est dans la partie JPB. Tu la glisses dans un assemblage, tu approches ton téléphone et ça va te dire si ta visserie est bien serrée ou pas, sans outils, sans rien. Cette rondelle connectée, aujourd'hui, client de lancement, Airbus Hélicoptère, on vient leur faire gagner 2 jours et demi de maintenance sur une maintenance qu'ils font toutes les 500 heures, pour te donner une idée. Ça vient du fait qu'ils nous ont soumis ce problème et on a dit, OK, on va le régler. Voilà, boum. Et un nouveau produit qui nous ouvre des perspectives énormes. Pourquoi on a diversifié dans tous ces secteurs ? Ça pourrait paraître un grand écart incroyable. Finalement, il y a un fil conducteur, c'est cette aventure humaine, avant d'être industrielle, qui nous a donné envie de faire ces choses-là. Et puis, mon activité première, elle était hyper, et elle l'est toujours d'ailleurs, hyper dépendante de l'aéronautique. Même s'il n'y avait aucun indicateur que c'était la mauvaise pioche. Ouais. C'est pas la mauvaise pioche, mais là, enfin, on va le dire. Mais voilà, c'était un moteur extraordinaire et je me suis dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc diversifions à travers d'autres activités, ouvrons-nous. Là où ce n'était pas évident sur nos produits de base, avec ce que je viens de te décrire, que ce soit Keyprod ou cette rondelle connectée, on s'adresse à des tas de nouvelles industries. Bien sûr. Donc voilà, c'était ça l'idée première. Tu te désectorises. Je sais pas si, voilà, je fais le néo, tu te désectorises. Bon, mais alors, mauvaise pioche. Non, pas mauvaise pioche, c'est-à-dire... Alors, on en a discuté avant, elle n'était pas concernée, mais quand même, je tiens à le dire, mais je reparlais, Anne-Charlotte Frédénucci sera avec nous tout à l'heure, peut-être qu'elle est un peu plus concernée, mais je ne crois pas non plus. Mais les équipementiers aéronautiques, là, je lisais ça très récemment, sont dans une situation assez incroyable, où en gros, tu as 2 gros donneurs d'ordre, on va dire ça, les avionneurs et les motoristes, et a priori, ils ne sont pas d'accord sur justement la montée en cadence. Airbus est très, très optimiste, et Airbus pense en 2021, 2022, fabriquer davantage d'avions qu'en 2019.
Et donc les équipementiers, c'est exactement ce que tu décrivais. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est allez-y les gars, mettez-vous en ordre de bataille, il faut produire. C'est ça, c'est la chaîne qui redescend et la pression sur les équipementiers en disant, il faut que vous soyez capables de faire, j'en sais rien, 62 avions, on va dire ça comme ça, en 2022. Donc ça veut dire que ça repart très très fort quand même là. Ah oui, j'étais sûr qu'on a eu un stop très fort là pendant ces 2 ans. Nous, ça a été moins de 30% d'activité pendant 2 ans et moins 50% par rapport à ce qui était prédit. C'est-à-dire que la voilure, tout était bordé pour faire plus 30, finalement on fait moins 30. Donc il a fallu vivre pendant cette crise. Donc ce qui a été fondamental, c'est toutes ces aides de l'État qui ont été déversées, que nous on a accueillies bras ouverts. Bras ouverts. Tout a été compensé. Alors, on ne sait pas si on peut appeler ça compenser. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on n'a pas été freinés dans nos développements. Tout ce que je te présente là, on a même accéléré pendant la crise. Donc, on s'est servi de ce moment de calme pour accélérer tous ces projets d'innovation. On a été financé par le PGE, par nos banques. On a gagné pour Keyprod le prix Innov. Tu vois, on a touché presque un peu plus d'1 million pour développer ça. On est financé aussi par le Correc dans un certain nombre d'activités, etc. Donc, on n'a pas été freinés. On a recruté 25 personnes pendant cette phase. Donc ça a été fabuleux. Tu sais, à un moment donné, et ça, on s'en rendra compte dans quelques années, je pense, mais mes clients américains m'ont appelé pendant la crise pour me dire, la question, elle était simple, combien de personnes vous avez licenciées ? Et c'était la question qui posait la supply chain mondiale. Grâce aux mesures qui ont été prises de chômage partiel, etc., même si on ne bossait plus, l'atelier était arrêté, j'ai pu tout simplement répondre, personne. On a gardé tout le monde. Et ben tu sais, on est apparu comme hyper fort par rapport à nos confrères qui sont à l'étranger, qui ont, eux, coupé 30% de la masse salariale, et on a gagné des nouveaux contrats. Parce qu'ils ont remanié les cartes, les clients, pendant ce temps-là. Donc nous, on a des trucs qu'on avait à 60-70% de market share, on a gagné 100%. Donc il y a eu plein de choses à faire dont on a profité. C'est passionnant. Et aujourd'hui, oui, je te confirme que ça repart très fort. Donc moi, j'ai vécu l'atelier arrêté, complet. On a été à l'arrêt total. On a été dans les derniers à s'arrêter. À un moment donné, il fallait se rendre à l'évidence, il n'y avait plus de boulot. Et puis on a repris progressivement, 1 jour par semaine, 2 jours, 3 jours, 5 jours en une équipe. Voilà. Et ce que je peux te dire, c'est que là, on est en septembre. Et très symboliquement, il y a 1 mois à peu près, on est repassé en rythme normal, 2-8 de travail, on repart pleine balle. J'ai beaucoup entendu dire, et j'y avais pas pensé, tu as raison, j'ai beaucoup entendu dire ça nous a protégés. C'est la première fois que j'entends dire ça m'a permis de gagner des marchés sur un marché mondial. Eh bien oui, c'était unique comme situation. Tous les pays, moi je suis en Pologne, je suis aux États-Unis, je suis dans d'autres pays européens, il n'y a pas eu ces aides et cette protection. Et aujourd'hui, les mêmes mecs qui ont coupé 30% mais de la masse salariale... Tu me disais quoi ? Tu penses que tu as gagné 5 ans d'avance ? Ouais, au moins les 2 ans pendant lesquels on n'a rien fait, ça c'est sûr. On a gagné ça, plus le temps que nous on repart on-off, boum, off-on plutôt. Ouais. On repart pleine balle, tout le monde est là et on n'a pas perdu de savoir-faire ni rien. Donc ça on le mesurera, je te dis, dans 5-10 ans, les prises de position qu'on a su faire pour ceux qui ont été offensifs. Voilà. Ça vaut un plan de relance, ce que tu me racontes là. Bah moi Ça vaut un plan de relance. Et voilà. Merci Damien. Déjà ? Bah non. Ça fait 20 bonnes minutes. Non, on peut. Alors mais encore une question. Mais enfin, c'est la question bateau en même temps. Mais comment est-ce que tu ressens les choses sur Mais toi, tu es très très optimiste, très volontaire. Donc tu vas me dire c'est formidable. Mais comment est-ce que tu ressens les choses sur cette éternelle Alors, je vais employer le terme un peu technique. J'ai été regarder dans le dictionnaire ce que ça voulait dire mantra. Qu'est-ce que c'est qu'un mantra ? Parce que j'ai été regarder dans le dictionnaire, je peux vous le dire. C'est un totem autour duquel tournent les sorciers pour invoquer les dieux. Et donc, il y a quand même un côté mantra industriel, tu vois ? C'est-à-dire, il y a le totem de l'industrie, et puis les sorciers, les grands responsables politiques tournent autour. Mais je me demande s'il se passe vraiment quelque chose, en fait. Écoute, moi, je ne parlerai pas au nom des autres, mais je suis en train de te parler depuis 20 minutes d'une formidable aventure industrielle. C'est donc la preuve menée par un formidable entrepreneur. En innovant, c'est la numéro 1, en produisant, si possible, le maximum sur place. Keyprod, on assemble tout sur place, on fait sur place. Il y a des choses qu'on achète à l'étranger. Et en exportant, voilà, autour de ça... Non, mais la question, en fait, c'est que tu penses qu'il y a 10 ans, tu n'aurais pas pu faire la même chose. J'en sais rien, il y a 10 ans, en tout cas, on ne parlait pas de l'industrie comme on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est effectivement au cœur de tous les débats. Moi, je pense que c'est pour la bonne cause. On est d'accord là-dessus. En tout cas, voilà, moi, je parle autour de mon projet, j'en vois plein d'autres. Et les industries les plus anciennes doivent se transformer, c'est évident, pour continuer de rester attractives. Sinon, les mecs vont tous venir dans des boîtes comme la nôtre. Ouais, et tu as raison. Tirer les leçons, il faudra absolument...
dans 2 ans, dans 3 ans, j'en sais rien, mais tirer les leçons en fait de ce que ce soutien sans condition, quoi qu'il en coûte, a apporté à l'industrie en termes de, alors non seulement non-destruction, mais peut-être même de gain de part de marché à l'international. Tout à fait. Merci Damien. Merci à toi. À bientôt. Salut. Damien Marc, donc le patron de JPB System et de Keyprod, je ne vais pas me gourer cette fois-ci, notre premier invité ce soir sur Bismart. On repart les amis et on repart avec Luc Breton. Salut Luc. Bonjour Stéphane. Qui vient nous voir très régulièrement pour discuter de l'actualité économique du moment. Mais là, c'est pour discuter de ton activité, Luc. Donc associé Mandarina et organisateur du Next Generation Enterprise Summit. C'est ça. Donc transformation du management. Donc tu fais, c'est quoi? Donc baromètre managérial que tu réalises Alors c'est un baromètre Anéo La Spirit de l'entreprise Nouvelle Génération, qui va être un trimestriel. Donc, ça commence là, c'est le premier. C'est le premier là. C'est le on vient de le lancer ce matin. J'ai fait une conférence de presse et tu es la première télé à l'annoncer, tu as l'exclu. Non mais vraiment. Bon, après, la question à chaque fois c'est est-ce qu'il y a d'autres télés que ça peut intéresser, tu vois le truc. Peut-être, en tout cas. On est très fiers, mais voilà. Non, mais pour répondre tout de suite à cette question, oui. Et enfin, en tout cas, il devrait. J'en ai d'autres de planifier, mais pas maintenant. Tu es la première. Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui les intéresse? Ça les intéresse les managers? Ça les intéresse le management tout à coup, les mainstream? Ce qui intéresse tout le monde, c'est que c'est le bazar en entreprise. Ça a échappé à personne. Ouais. Certes, il y a une euphorie économique, mais c'est quand même le bazar parce que les gens ont appris une routine dans laquelle finalement, au début, c'était pénible. Il a fallu gérer le quotidien à la maison avec les enfants, le conjoint, le bazar. Tout le monde n'habite pas à Versailles, n'est-ce pas? Donc il a fallu vivre avec ça. Et puis maintenant, c'est le même à Versailles, même à Versailles, on peut être dans de mauvaises conditions. Absolument. Vas-y, pardon. Et donc voilà, maintenant le bazar, c'est le retour au bureau. Parce que quand même, la culture d'entreprise, le sentiment d'appartenance, la progression des équipes, elle passe quand même par des contacts humains. Et puis nous autres, faits de chair, d'os et de sang, on a besoin de se parler, on a besoin du lien social. Et le retour au bureau est pour certains dramatique. Je discutais là ce matin justement pendant la conf de presse avec un dirigeant qui me dit j'ai toute une série de burn-out et pourtant je m'occupe très bien de mes employés et pourtant je suis plutôt une entreprise qui penche du côté libéré. Là, depuis septembre, tu veux dire? Ouais. Il a plusieurs burn-out, des gens qui sont bons. Ça, évidemment, sans citer l'entreprise, mais quel secteur? En l'occurrence, c'est le conseil. Ouais. Et donc, c'est des gens qui ont quand même un certain niveau d'autonomie, un niveau d'éducation élevé. C'est plutôt des bacs plus 5 et au-delà. Mais c'est pas que l'activité, tout simplement, parce que le conseil, pour le coup, est ultra sollicité en ce moment. T'en fais partie d'ailleurs, oui, absolument. Part, dans le conseil. Mais le conseil, ils en font depuis 15 ans, 20 ans. Et la première fois qu'il a une densité de burn-out, c'est maintenant. Et il m'a expliqué ça ce matin. Il me dit, bon, tu vois, Luc, les gens ont adopté une routine chez eux. Ils se sont installés dans une certaine forme de confort, finalement. Et là, ils sont obligés, il a pris l'image cycliste, de rejoindre le peloton. Et il trouve que le rythme dans le peloton et dans la présence actualisée au bureau est différent. Ouais. Ils sont affolés, ils ont des interactions qui d'un coup rompent leur capacité de concentration qu'ils avaient eue pendant cette période. Et cette routine qu'ils avaient établie, et ils partent en vrille. Et il en a alors, il voit ça chez lui. Moi, je vois ça aussi chez un certain nombre de clients qui me le disent de la même manière. Donc, il ne faut pas négliger le fait qu'actuellement, et c'est pour ça que ça intéresse beaucoup les médias. Alors, on ne passe pas que à la télé, on passe aussi dans les médias presse beaucoup, parce que c'est fascinant. Et d'ailleurs, j'ai fait... Et c'est pour ça, alors, Luc, dans le baromètre donc, que j'ai lu en exclusivité, voilà. À un moment, tu cites un chiffre, et je me méfie beaucoup de ça, moi, de croissance de productivité. Ouais. Alors, c'est un chiffre Microsoft que tu cites. Hausse, en plus, c'est considérable, quoi. Enfin, 17% de hausse de productivité, c'est pas possible, de toute façon. Donc, mais même de hausse de productivité, tu es en train de me décrire, en fait, le résultat de cette hausse de productivité, elle est absolument pas durable, en fait. Absolument. Mais voilà. C'est une productivité pour un certain type de tâche, pour une certaine typologie d'activité. Et dans une certaine situation temporelle qui ne peut pas durer, c'est pas possible. Qui n'est pas durable, voilà. Absolument. Et donc, si tu veux augmenter sa productivité parce que tu es capable d'enchaîner 2 fois plus de réunions visio qu'avant, où il fallait se balader dans les salles ou se déplacer chez les clients,
enchaîner la productivité parce que tu travailles en live sur des réseaux sociaux d'entreprise ou des documents coéditables, c'est une forme de productivité, mais elle lamine dans le même mouvement la productivité qui fait la sérendipité, la capacité de créativité, l'expression de l'intelligence collective qui a été démontrée par des travaux de recherche, Emil Schreiber en France, le MIT, Union College, etc. Je vais me permettre de traduire quand même sérendipité, innovation par accident. Oui, c'est-à-dire qu'on s'entrechoque, on se rencontre à la machine à café. C'est l'exemple de Berkeley. Berkeley avait des bureaux à la préfectorale, avec chacun derrière dans des longs couloirs gris avec des portes. Et puis Tu parles de l'université californienne, Berkeley, ouais, voilà. Tous les chercheurs de Berkeley, le corps enseignant, avaient des bureaux individuels à la préfectorale. Je pense que ça frappe bien l'esprit de tout le monde. Et puis tout d'un coup, ils se sont dit, on va réaménager ça et on va mettre le lieu de vie, le lieu où on vient prendre un snack, boire un coup, se détendre au centre et organiser en étoile des open space à taille humaine et puis certains bureaux individuels pour ceux qui le nécessitent. Et la capacité de s'entrechoquer dans ce point focal de Berkeley a généré un nombre de dépôts de brevets et une capacité d'innover interdisciplinaire qui était inédite et qui a été mesurée. Ouais. Et donc, l'impact du lieu de travail et de la façon dont on se touche, dont on se choque, dont nous autres êtres humains, êtres sociaux, on peut générer cette sérendipité parce qu'on est détendu, on boit un café, on parle de ce que l'on fait, et deux matières, deux spécialités, deux expertises se rencontrent. Elles n'auraient jamais dû se rencontrer, ça n'était pas prévu, il n'y avait pas de réunion planifiée pour ça, et bam, il y a quelque chose qui naît là, qui est magique, qui est extraordinaire, et c'est ça la capacité humaine extraordinaire, inimitable, et l'intelligence artificielle. Tu as dirigé le Technocentre d'Orange, j'imagine que tu avais mis, tu en parles avec tellement de précision et de passion que tu avais mis ça en place. Tu peux mesurer vraiment l'efficacité de ce que tu décris là, Luc? Alors ça nécessite des périodes de temps quand même suffisamment longues, parce que l'innovation c'est pas mathématique, c'est pas instantané. Les réunions en visio, les documents coéditables, donc les chiffres de Microsoft que tu reprends, effectivement ils sont assez instantanés à mesurer, mais la qualité de l'innovation qui est générée, c'est pas ça. Et effectivement on l'a mesuré. Quand on est allé s'installer chez Orange à Orange Garden, on a créé un campus qui est probablement le plus grand campus innovation d'Europe. Et si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. C'est au sud-ouest de Paris, voilà. À Châtillon. Près d'ici les Moulineaux. Voilà. Donc il y a de la place pour des milliers de chercheurs, d'innovateurs, d'ingénieurs, de marketeurs et de designers. Et là, on a les fameux open space, mais qu'on a su organiser. Alors, chez Google, ils appellent ça les pods, c'est-à-dire tu peux reconfigurer des équipes agiles, des petites équipes agiles, donc cellulaires, on en a déjà parlé ensemble, et puis tu peux avoir plusieurs grappes d'équipes qui travaillent sur une macro-innovation. Tu es capable de reconfigurer ça très très vite. Enfin, très vite, c'est-à-dire, tu lui mets pas 6 mois, quoi. Tu peux reconfigurer tes bureaux. Et là, effectivement, tu vois ce que ça produit. Et quand tu mets les gens par thématique sectorielle en proximité, d'ailleurs, les coworking font exactement ça. Si tu regardes, maintenant, il y a des coworking qui se spécialisent sur des secteurs, qui disent, bah oui, moi, je fais un coworking plutôt sur la santé, plutôt sur l'éducation, plutôt sur les transports, sur l'industrie aéronautique, etc. Tu veux dire j'allais dire les promoteurs immobiliers, ils ne sont pas tout à fait promoteurs immobiliers, mais les loueurs d'espace, exactement, Régus et autres, ils font ça maintenant par secteur. Ils sont en train de thématiser pour que ça s'entrechoque. Pour que tu aies pas juste ton bureau super bien configurable avec la clim qui fonctionne, un standing, un design donné, mais qu'à la machine à café, je reprends l'exemple de Berkeley, tu rencontres quelqu'un qui est dans le même secteur que toi, qui co-innove sur une externalité de ce que tu fais toi, et 1 + 1 = 3, on le sait tous quand on est entrepreneur, et ça fonctionne. Et c'est aussi comme ça que les VC veulent investir. Ils veulent investir sur des sujets qu'ils maîtrisent, et ce qu'ils essayent de faire, et puis on le voit aussi avec le Galion Project, qui est une association d'entrepreneurs, il y en a plein qui font ça, c'est faire des liens entre personnes qui sont sur les mêmes grappes d'innovation. On va parler de grappes d'innovation en révolution industrielle, on est là-dessus, et ça fonctionne, c'est ça la nature humaine des choses. Tout ça pour dire que le retour au bureau est une nécessité.
pour toutes les entreprises. Voilà. Alors, il y a, que tu viens de décrire. Il y a un chiffre qui paraît dans notre baromètre Aneo La Spirit NextGen qui est 79,2%, donc disons 80%. J'adore 79,2. J'adore des interrogés disent voilà, le retour au bureau sous une certaine forme est crucial. Voilà. Donc c'est quand même pas anodin, c'est massif. Et ce retour au bureau, par contre, il ne lâche rien à la nécessité d'avoir de la souplesse dans les formes de travail. C'est-à-dire que si tu bloques maintenant, c'est pour ça que j'ai fait un papier récemment qui est le management est mort, vive le management. C'est-à-dire que le management d'avant, il ouais, est mais mort. enfin ça, je l'ai entendu 10 fois depuis 15 ans, le management de 20 ans maintenant. Oh, justement, mais donc le Covid, aujourd'hui, a imprimé le fait que cette souplesse, elle est plus négociable. Et tu as un certain nombre de salariés qui vont changer d'entreprise si cette souplesse n'est pas là. Donc, alors tu parles, et on va en parler, situation d'hyper-choix. 47% des dirigeants envisagent 3 jours minimum par semaine de télétravail. 3 jours. Alors ça, c'est les salariés. Alors les dirigeants sont pas loin. Mais non, c'est les dirigeants, je l'ai repris dans ton... D'accord. Alors, parce qu'on a les deux chiffres. Tu parles des dirigeants. Oui, moi, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants parce que on avait fait au printemps un grand sommet HR. Et en gros, les gars disaient, je me souviens notamment du DRH de Schneider Electric, qui est un type extraordinaire, qui disait, moi, je me battrais sur 2 jours max. Ouais. Il disait, il y a une forme de frontière entre 2 jours et 3 jours. Absolument. Bon, visiblement, cette frontière, elle est en train de tomber. Les salariés, clairement... 6 mois plus tard, les dirigeants disent 3 jours minimum. Alors, les dirigeants, là, dans ce que tu lis, c'est ce qu'ils imaginent qui va venir. Ouais. C'est pas forcément ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils imaginent. C'est ce qu'ils anticipent, en tout cas. Exactement. Et comme les dirigeants sont des entrepreneurs, c'est des gens très pragmatiques et qui se cachent pas derrière un masque. Et les salariés, de la même manière, ils attendent le 3 jours. Ouais. Et le 3 jours... il a cela de tout à fait tellurique pour l'organisation, d'une magnitude incroyable, c'est qu'il change tout. C'est-à-dire qu'à un jour, en gros, business as usual, non, mais je comprends. Il ne se passe rien. À 2 jours, ça déséquilibre quand même déjà pas mal, parce qu'il faut trouver les temps communs, il faut pouvoir continuer à se voir. Et 3 jours, le lieu principal d'exécution du travail juste change. C'est-à-dire ça n'est plus l'entreprise. Oui, et puis en plus, il faut rajouter les vacances, quand même de temps en temps la maladie. Non, mais voilà. Et effectivement, là, l'entreprise va très très loin. Et c'est un peu contradictoire avec un chiffre qui m'a beaucoup intéressé. 49%, alors j'ai pris le chiffre français, craignent de perdre le contact avec leur réseau professionnel. Oui, oui. C'est le corollaire. Donc on est bien d'accord. Oui, mais c'est pas l'entreprise. Le réseau professionnel, c'est l'ensemble des lieux informels où on se rencontrait entre acheteurs, entre y compris les liens faibles, entre les liens voilà, faibles. C'est ça. Donc, mais qui ont l'air plus importants finalement aujourd'hui que les liens forts au cœur de l'entreprise. Oui, et c'est tout à fait normal ça. En théorie des réseaux, c'est démontré. Donc ça a été démontré par beaucoup de travaux de recherche. Ce qui change vraiment ta vie, ce ne sont pas les liens forts qui te connaissent par cœur, qui sont capables de t'emmener là où tu dois arriver. C'est les liens faibles. C'est les liens faibles qui développent non seulement la sérendipité, mais ce qui t'arrive de plus extraordinaire dans un parcours. Et donc, ce sont les liens faibles qui changent les trajectoires, qui amènent la disruption. Alors, regarde où je veux t'emmener, Luc, parce qu'il y a un autre chiffre qui me passionne depuis septembre, chiffre du taux de démission aux États-Unis, qui explose. Oui. Voilà. C'est un rythme chaque mois de 500 000 démissions en plus que ce qu'il pouvait y avoir avant le Covid. Ça veut dire... Donc, je prends ce truc, mon réseau pro, il est en fait plus important que il est plus important. Je travaille à la carte, je démissionne comme je veux, j'ai le choix, crise de compétences et tout. L'entreprise a un problème. C'est le bazar, c'est ce que je te disais. Ouais, c'est le bazar. Et alors, quand tu mets face à ce que tu viens de dire, alors il y a un autre baromètre que le nôtre, là, qui explique, qui mesure en Europe déjà le taux de démission, donc exactement la même chose que ce que tu as. Alors, on est un peu en dessous, mais je crois que c'est 17%. Donc je ne l'ai pas vu, il faut que j'aille le chercher celui-là. Voilà, mais je te le donnerai, c'est colossal. Mais il est paru, je crois, hier, donc voilà, il est tout frais. Donc, on voit la même chose avec un petit peu de retard, comme souvent en Europe. Et le pendant de ça, c'est que les gens, en fait, vont changer de job, vont trouver l'entreprise. Vont trouver des missions qui les intéressent et se recentrer sur des employeurs qui proposent justement cette flexibilité, la mission, le sens, très important, et qui vont avoir les attributs des entreprises de nouvelle génération. C'est pour ça que
Aujourd'hui, moi, mon téléphone ne cesse de sonner parce que les directions sont désemparées. Alors, il y a la direction générale et les RH qui disent qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les règles qu'on doit imposer. En 2 minutes, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour les grandes lignes. Moi, ce que je préconise, c'est de donner des règles claires. Si possible de les co-construire parce que ça évite qu'elles soient perçues comme imposées par la direction de façon verticale, mais typiquement si c'est du 2 jours, le dire clairement. Ça va plus loin que le télétravail quand je démissionne. Ça va bien plus loin. Ça va plus loin. Non, sortons du télétravail. Il y a quoi alors, chez Talentsoft, ils disent c'est simple, il faut que le manager devienne coach maintenant. Oui, coach de ses équipes. C'est toutes les caractéristiques des entreprises nouvelle génération. Donc je vous les redonne rapidement. Donc on a interviewé 250 leaders dans 30 pays. On a fait ce livre, l'entreprise nouvelle génération. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les traits communs, donc c'est le sommaire du livre, c'est les traits communs, c'est les équipes veulent de l'autonomie et de la responsabilité. Ils veulent un haut niveau de transparence. Et ils veulent un purpose, une raison d'être extrêmement forte, fédératrice, qui n'est pas du waffle talking, du blabla, qui est extrêmement concrète, qui est vécue et avoir de l'impact. Et avoir de l'impact, ça veut dire participer dans des équipes cellulaires qui ont une vraie autorité sur leur rôle, une décentralisation de l'autorité, des organisations plus plates, une hiérarchie toujours, elle persiste, comme le management, mais le management change de posture, donc de surplomb et de lien, de subordination personnelle, on va passer à une subordination d'équipe, donc c'est plus une subordination, c'est une hiérarchie d'équipe, voilà, en langage agile. Et puis le manager qui devient un leader, soutien de ses équipes, donc servant leader, et qui donne la vision et qui enlève les cailloux dans la chaussure. Et ce qui est super important là dans ce que tu as dit, c'est cette histoire de sens qui, à un moment ça devient une tarte à la crème. Oui. C'est pas de la morale telle que tu le dis là, non, c'est juste participer activement à la marche de l'entreprise. Oui. Je sais quel est mon rôle, je sais ce que j'y fais. Quand je rentre chez moi le soir, est-ce que je peux expliquer en quoi j'ai eu de l'impact sur la réalisation de mon entreprise et sur ce qu'elle amène dans la société ou auprès de ses clients. Voilà. Est-ce que je suis capable de le décrire? Je pense qu'aujourd'hui, c'est le cœur de la crise tertiaire, ça qu'on décrit là. Si les auditeurs se posent cette question, je pense qu'il y en a beaucoup, et en particulier ceux qui sont dans des grands groupes ou des organisations complexes, absolument, qui sont embarrassés à répondre ça ou qui le savent très bien en fait depuis longtemps, qui l'intériorisent tripalement et qui... Juste pour finir, Luc, j'avais mis, et je ne sais plus quels sont les chiffres, on va, je l'espère, te mettre une batterie de chiffres qui me semblait, 2 fois plus de temps passé dans les réunions Teams, donc le nombre de temps passé dans les réunions Teams a plus que doublé dans le monde. L'utilisateur moyen de Teams envoie 45% de messages, chats en plus par semaine. Enfin bref, c'est justement ce dont il faut sortir, on est bien d'accord. L'ensemble de cet hexadéluge. Et ça, c'est de la folie. Et donc, c'est l'excès aussi de numérique dans les organisations et de data. Alors, il est totalement indispensable, sinon les talents s'en vont aussi. Si voilà, c'est pas ça. Les outils up-to-date. Mais ça, c'est le résultat du confinement, et le sujet, c'est d'en sortir à grande vitesse. Le résultat du confinement, c'est le sapin de Noël des notifications qui rend impossible toute espèce de concentration et de travail qualitatif ou créatif. Et c'est la raison du retour au bureau raisonné qui doit être managé. Et là, je pense que la direction de l'RH et les managers, l'hyper-choix, ils doivent quand même donner des règles et trancher un certain nombre de choses et s'assurer que ces temps qualitatifs sont vécus et que l'impact perçu des gens au travail soit une réalité, tout simplement. Sinon, ils changeront d'emploi, c'est une certitude. Et aujourd'hui, la frénésie économique va permettre ces mouvements. Et moi, je pense que c'est une excellente chose, cette fluidité du marché de l'emploi et ses capacités de bouger, parce que ça va accélérer la transformation by design, par conception même des organisations, vers des organisations qui ont un management qui n'est plus archaïque, qui est cellulaire, qui est agile à l'échelle, qui décentralise l'autorité et qui permet à chacun d'être un intrapreneur, d'être en autorité, en responsabilité sur ses rôles. Je fais une boulette, c'est de ma faute. Je réussis, c'est grâce à moi. Et je le fais avec un collectif de pairs pluridisciplinaires dans des petites équipes qui sont en charge. Voilà. Amen. Luc Breton avec nous. On retourne dans l'aéronautique tout de suite. Et donc on termine avec Anne-Charlotte Fredenucci. Bonjour Anne-Charlotte, merci de revenir nous voir, la présidente de Ametra, industrie aéronautique comme je le disais tout à l'heure, mais pas seulement, vous êtes aussi dans la défense, dans le ferroviaire, dans le naval, j'ai appris ça, vous étiez dans l'histoire des sous-marins Anne-Charlotte?
On est moins maintenant, on est moins. Dans l'histoire des sous-marins australiens, là. Mais Naval Group rebondira, on est confiant. Oui, non, mais j'ai pas de doute là-dessus. Mais j'avais quand même une petite question, réflexion. Alors, pour le coup, on en parlait aussi avec Damien Marc en démarrant cette émission. C'est très, très important pour un industriel d'être ouvert sur un maximum de secteurs, non, Anne-Charlotte? On en est convaincu. Chez Ametra, c'est un de nos axes stratégiques de servir à la fois les clients de l'aéronautique, de la défense, du ferroviaire, du naval, du médical, du nucléaire. Et on est convaincu également, puisqu'on est avant tout un ingénieriste chez Ametra, avant d'être également un intégrateur, un fabricant, on est convaincu que dans l'ingénierie, c'est parce qu'on va chercher des technologies de gestion d'air dans les cockpits, dans l'aéronautique, qu'on peut les redistribuer à nos clients dans le médical, tout en respectant évidemment la propriété intellectuelle. Mais voilà, on est absolument convaincu que notre valeur ajoutée, c'est aussi d'apporter de l'innovation à travers les secteurs industriels à nos clients. Et ça fait le lien avec l'interview d'avant où on parlait de sérendipité et de donc l'innovation qui vient par hasard en entrechoquant en fait des compétences de secteurs qui peuvent être parfois des secteurs divers. C'est ce que vous vivez en fait. Absolument. Chez nous, on appelle ça la cross-innovation. Mais cross-innovation, voilà, oui, mais sérendipité, c'est un mot tellement... C'est beaucoup plus joli, vous avez raison, j'utiliserai ça à partir de maintenant. Mais en même temps, dans la sérendipité, il y a un côté accidentel qu'il n'y a peut-être pas dans la cross-innovation. Non, nous, on a tendance à penser que ce sont les compétences d'Ametra, les expertises d'Ametra qui apportent l'innovation chez nos clients. Je vous remercie de le souligner. Mais quand on travaille avec la défense, il faut qu'on accepte à un moment d'échapper à l'économie. C'est de la politique, c'est de la géopolitique. Voilà, c'est incontestable. Chez Ametra, nous, on est absolument convaincus que l'affaire des sous-marins australiens est une affaire politique, tout simplement parce que lorsque Naval Group avait gagné ce contrat, c'était à l'issue d'un appel d'offres international de 14 mois dans lequel les industriels du naval, dont Ametra fait partie, mais évidemment au premier rang desquels était Naval Group, en embarquant toute sa filière, les industriels français du naval avaient remporté cet appel d'offres. Et du jour au lendemain, l'Australie nous dit finalement on ne veut plus de propulsion traditionnelle, non nucléaire, on veut une propulsion nucléaire et puis ça sera avec les États-Unis. Ouais, évidemment, c'était un choix politique. Mais vous avez eu peur à un moment que l'ensemble de la filière ou que le savoir-faire de l'ensemble de la filière, parce que on peut se le dire quand même, hein, le contrat il était assez agité depuis des mois. Bon voilà, vous avez eu peur à un moment que le savoir-faire de la filière soit remis en cause, notamment par des concurrents qui, évidemment, ne sont pas inspirés des meilleures intentions. Hein. Ça, c'est normal. Alors qu'on ait des concurrents, oui, bien sûr, dans la défense, dans l'aéronautique, on a tous des concurrents chez Ametra comme dans l'ensemble des filières. En revanche, moi, je suis convaincue que le naval français a de très beaux projets devant soi. On a par exemple le PANG, le porte-avions nouvelle génération. On a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Le PANG, je l'avais jamais entendu par son petit nom, le porte-avions nouvelle génération. Moi, j'aime bien PANG, ça fait plus... Tiens, on en parlait hier, il pourrait être peut-être retour d'une idée de construction franco-britannique. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à vous, mais... écoutez, Ametra n'est pas dans les petits secrets franco-britanniques. Ce serait très intéressant. Certainement. Mais en tout cas, chez Ametra, on est convaincu qu'il y a suffisamment de compétences et d'expertise dans la filière navale et de projets pour porter ces compétences et ces expertises dans la filière navale. J'avais une autre question plus générale autour de l'ingénierie, justement, Anne-Charlotte, où j'ai beaucoup entendu, sortie de confinement, télétravail, tout ça, machin, la prochaine délocalisation massive, ce sera la délocalisation de l'ingénierie. À partir du moment où les ingénieurs bossent de chez eux, bah, finalement, ils peuvent bosser de chez eux à Bangalore, en Inde. Alors, je ne parle pas de vous-même ce que vous faites en Inde pour appuyer Dassault et le contrat Rafale, mais est-ce que c'est quelque chose, là aussi, que vous avez regardé, qui vous intéresse, que vous constatez, des discussions que vous avez dans le secteur ? Alors effectivement, c'est une crainte qu'on a dans le secteur de l'ingénierie. Je vais tout de suite, comme vous l'avez dit en 2 mots, éliminer ce que fait Ametra en Inde. Oui. Ametra s'est implanté en Inde à travers une co-entreprise avec un partenaire indien pour contribuer à la fabrication d'équipements électriques, électroniques, notamment pour le contrat Rafale, pour des clients comme Thales, Dassault, MBDA, etc. Donc là, on parle bien de fabrication, et c'est une fabrication qui ne délocalise pas d'emplois, puisqu'on va chercher de nouveaux contrats, et ces nouveaux contrats nous permettent, à travers l'ingénierie en France, l'industrialisation en France, etc., de continuer à créer de l'emploi sur le sol français. Maintenant, pour revenir à votre question sur la partie ingénierie, et là, je vais vous répondre en tant qu'administratrice du Syntec Ingénierie, oui, c'est effectivement une crainte que nous avons. C'est un grand sujet que nous avons lancé au Syntec Ingénierie pour entamer un dialogue avec nos clients. Nous avons peur de délocalisation de matières grises
Et nous sommes convaincus au Syntec Ingénierie que, au-delà de la délocalisation de cette matière grise, c'est une délocalisation industrielle, disons d'une seconde vague, qui serait postérieure à la délocalisation de la matière grise, qui nous guette. Mais nous sommes convaincus aussi, et là je reprends ma casquette Ametra, que nous avons des atouts sur le sol français de proximité, de confidentialité, d'innovation, de lien direct avec le client, de proposition de work package à engagement de résultats. Nous avons des atouts, et Ametra le démontre tous les jours, pour aller chercher encore des contrats chez nos clients français et européens. Confidentialité, sans doute très important ça, en matière d'ingénierie. Oui, c'est ça. Évidemment, chez Ametra, par exemple, on travaille dans un système qu'on appelle l'entreprise étendue. C'est-à-dire que nos bureaux d'études sont branchés directement sur les maquettes numériques, sur le jumeau numérique des systèmes d'information de nos clients, des produits de nos clients. Je ne suis pas convaincue, notamment en matière de défense, que les ingénieristes implantés à Bangalore aient cette autorisation de se brancher directement sur les systèmes d'information des clients. Et donc, ce type de prestation, de porter de l'engagement de résultat sur une déclinaison entière de véhicules blindés pour Nexter, par exemple, ce type de prestation continuera à se réaliser en France et continuera à se réaliser à travers des ingénieristes comme Ametra. Alors, d'accord pour de très hautes qualifications, mais on va dire l'ingénierie du quotidien, j'ai presque envie de dire, elle, va sans doute... C'est une crainte que je partage. C'est pour ça que chez Ametra, depuis 10 ans, notre obsession... Oui, mais derrière, vous allez faire... alors, Syntec numérique, je ne le savais pas, Anne-Charlotte. Ingénierie. Ingénierie. Ça veut dire aller faire le lobbying qu'ont dû faire les industriels il y a 10 ans, il y a 15 ans, auquel vous avez participé d'ailleurs, on vous en remercie, à travers la French Fab, etc. et tout, pour essayer de réduire les coûts de main-d'œuvre, essayer d'obtenir fiscalement un certain nombre de soutiens, tellement l'activité est importante. Vous avez raison. Il y a des solutions fiscales à ces problématiques-là. On a parlé déjà ensemble des taxes de production, qui sont des taxes qui viennent gréver avant même qu'on dégage le premier euro. Oui, mais qui ne touchent pas l'ingénierie, là, pour le coup. Si, puisque... Si, à la marge. Voilà, à la marge. Mais les taxes de production, finalement, comme elles s'appellent production, on pense qu'elles ne touchent que l'industrie. Or, non, vous avez des taxes sur les locaux, vous avez des taxes qui touchent l'ensemble des entreprises françaises. Et donc, ces taxes viennent augmenter encore le coût de la matière grise en France. Oui, c'est une première solution. Mais je suis convaincue, encore une fois, Ametra le démontre tous les jours, que aller pleurer auprès des clients, c'est une chose, mais c'est à nous aussi, ingénieristes, d'apporter les solutions, d'apporter la valeur ajoutée à nos clients. On ne peut pas se battre contre un ingénieur indien. Il est qualifié, il est compétent, il est intelligent. On le voit tous les jours chez Newcon Ametra en Inde. Donc plutôt que d'aller se battre contre ces ingénieurs indiens, il faut, comme on le fait chez Ametra, proposer des solutions, trouver des créneaux sur lesquels on reste pertinent et compétent en France. Et grossir. Également. Voilà, puisque c'est en partie pour ça que vous êtes là. Donc, Ametra, je ne l'ai pas dit encore, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, ETI de 700 personnes. Et donc là, acquisition d'une société qui s'appelle Styrel. Alors là, on va rentrer dans le dur. J'ai pris des notes. Instrumentalisation, banc test, informatique industrielle, informatique embarquée. En fait, c'est tout ce qui permet d'associer le client avec les éléments les plus modernes technologiquement qu'il va solliciter. En fait, c'est l'intelligence que cette société nous permet d'ajouter aux produits que Ametra concevait et fabriquait déjà. L'informatique industrielle, c'est la capacité à programmer les bancs de test, par exemple, de cœurs électriques d'avion. Ces bancs de test étaient précédemment conçus en termes d'expertise mécanique, d'expertise électrique dans les bureaux d'études d'Ametra Ingénierie, et puis ils étaient ensuite fabriqués, assemblés dans les usines d'Ametra Intégration. Grâce à Styrel, qui intervenait jusqu'à maintenant comme notre partenaire et qui interviendra à partir de maintenant comme une filiale du groupe Ametra, grâce à Styrel, on peut charger en intelligence, on peut développer, via ce secteur qu'on appelle informatique industrielle, on peut développer les logiciels qui viennent animer ces bancs de test, qui viennent les faire fonctionner. Bancs de test et autres équipements, puisque Styrel fait de l'informatique industrielle aussi pour des PC durcis, pour des panels PC, enfin un certain nombre de produits qui sont à la fois conçus électroniquement, dont on développe le logiciel et qui sont fabriqués chez Styrel. Vous voyez que c'est extrêmement complémentaire de ce qui se fait déjà dans le groupe Ametra. Et dans le communiqué d'ailleurs qui annonce ce mariage, vous dites que Safran, donc le motoriste évidemment, l'un des grands donneurs d'ordre du secteur, apprécie le deal. Mais comment ça veut dire ?
vous les... vous me souriez, vous les appelez avant. En gros, vous savez, je pensais à un truc, c'est papa, est-ce que je peux l'épouser celui-là quoi. Vous les appelez avant pour voir si alors ça va non, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Je suis pas sûre qu'on ait écrit dans le communiqué que Safran apprécie le deal. Si. En revanche, ce qui est vrai... je l'ai pas inventé, Anne-Charlotte. D'accord. En revanche, ce qui est certain, peut-être qu'on l'a écrit comme ça, mais ce qui est certain et ce qui est factuel, c'est que c'est Safran qui nous a présenté Styrel il y a maintenant 5 ou 6 ans en nous disant cette société est très complémentaire de vos prestations et donc vous devriez vous rapprocher d'eux. Alors non pas capitalistiquement, Safran n'avait pas son mot à dire là-dedans, mais vous devriez vous rapprocher d'eux au moins pour proposer des prestations conjointes. Et on a gagné en janvier 2020 un appel d'offres ensemble, un contrat cadre ensemble, Styrel plus Ametra, chez Safran. Donc c'est pour ça qu'on a certainement écrit effectivement que Safran apprécie le deal. Ouais, et ça s'appuie sur du factuel. Oui, mais c'est la force de la filière, ça, Anne-Charlotte. Absolument. C'est super intéressant parce que dans mon environnement libéral et même on dirait parfois ultra-libéral, dès que les industriels se mettent à parler de filière, c'est vrai que nous, on a tendance à se dire, oui, chacun se protège, on est en train de constituer des rentes, on fout dehors les concurrents qui pourraient venir menacer vos places. Bon, on voit aussi que c'est des choses parfois qui permettent de construire. C'est quand même pas tout à fait ça. Parce que vous savez que chez Ametra, chez Ametra, on est un membre heureux et convaincu du GIFAS, du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, par exemple. Et on a fait, grâce au GIFAS, de très beaux pas en avant. Je pense à l'accélérateur BPI qui a été monté par le GIFAS. Je pense au programme Industrie 4.0 dans lequel Ametra est partie prenante actuellement. Mais même ce que vous racontiez sur, il y a un gros contrat Rafale en Inde, bim, Dassault emmène avec lui un certain nombre de ces sous-traitants qui eux-mêmes vont pouvoir commencer à travailler à l'export à partir du moment où ils sont implantés sur le terrain. Je pense que votre pari australien, c'était le même pari d'ailleurs. C'était exactement le même pari dans le cadre de la filière GICAN, dans le cadre de la filière navale. Mais en Inde, effectivement, si on a réussi à développer aussi vite notre activité, il y a eu moins d'1 an entre la décision et l'ouverture de la fabrication à Hyderabad, chez Newcon Ametra, c'est aussi parce qu'on s'est appuyé sur toute la filière. On est allé voir nos clients pour leur demander des conseils, on est allé voir des confrères implantés, pas des concurrents directs, bien sûr, des confrères implantés en Inde, pour leur demander comment ils avaient fait. On a bénéficié de tout le retour de savoir de la filière sur l'implantation en Inde. Un dernier mot en conclusion. Damien, qui était là, me dit, en fait, le soutien, tout le monde dit le soutien que l'industrie a connu pendant le grand trou d'air du confinement, tout le monde dit a permis de préserver les emplois. Lui, il dit, moi, c'est beaucoup plus, en fait. J'ai gagné des parts de marché à l'export grâce à ce soutien, parce que mes concurrents dans le monde étaient beaucoup moins soutenus. Vous avez connu la même chose, Anne-Charlotte ou... Alors, nos emplois n'ont pas augmenté. On a préservé nos emplois. On n'a pas fait de plan social en 2020 et en 2021. Et ça, c'est une excellente chose. En revanche, ce que je constate, c'est que maintenant, on se met à réembaucher énormément. Et par opposition à d'autres entreprises qui ne sont pas dans ces filières, on s'est quand même stabilisé financièrement. En fait, on n'a pas perdu d'argent, on n'a pas distribué. Donc, ça explique aussi l'opération Styrel. Pas perdu de compétences qui sont chez vous d'une importance capitale, j'imagine. Exactement. Chez nous, la richesse de l'entreprise d'Ametra, c'est la richesse des collaborateurs d'Ametra. Et donc, ça permet tout de suite de partir sur cette acquisition. Exactement. Et donc, on sort de la crise plus fort qu'on y est rentré, grâce notamment à la force des filières. Anne-Charlotte Fredenucci donc était notre dernière invitée sur Bismart. On se retrouve demain pour parler, alors ce sera une thématique autour du travail, des nouvelles formes de travail. On vient d'en parler là aussi, du défi des managers. À demain.